commencer. Merci. Merci, les amis du Cercle d'analyse politique. Merci à Saïd Zenjar qui a eu l'amabilité de bien vouloir participer avec nous à cette rencontre au pied levé. Je dis bien au pied levé parce que il faut dire que je lui ai dit bien tard. Donc j'imagine qu'il a pu jeter un œil au texte de Hassan plutôt. Je dis deux mots pour les gens qui ne connaissent pas le Cercle d'analyse politique, qui aujourd'hui n'est pas du tout complet. Il y a beaucoup d'absents. Je ne sais pas si c'est le début des vacances ou c'est l'actualité ou la charge de travail qui explique ça, parce que nous avons tous des agendas en ce moment très 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 chargés. Nous sommes loin d'être complets. Je crois qu'on est à peine à la moitié des membres, mais bon. Parfois ça a ses avantages, ça nous permet d'approfondir des sujets. On a eu des moments très forts, même quand on n'était pas très nombreux. Le principe, pour les gens qui ne connaissent pas et qui pour la première fois assistent avec nous, c'est que un membre du cercle d'analyse politique présente un papier de discussion, un working paper, autour duquel il y a un débat. Alors le premier débatteur, le premier commentateur, c'est l'invité. C'est aujourd'hui le professeur Saïd Zenjar, qui est directeur de la fondation du roi Abdelaziz, qui est anthropologue, socio-anthropologue on va dire, et qui est directeur de la fondation du roi Abdelaziz à Casablanca, qui est l'un des centres de production scientifique et intellectuelle au Maroc, important aussi. Et le texte aujourd'hui, c'est un texte sur la notion de sacralité que Hassan nous a proposé et qui évidemment aujourd'hui, j'aime pas ce mot, mais enfin en tout cas qui mérite d'être réinterrogé. Je ne vais pas parler d'actualité, je vais parler qui mérite d'être réinterrogé, ne serait-ce que parce que le texte constitutionnel a nourri ou a alimenté un questionnement autour de cette question, autour de ce sujet-là, et qu'il est venu avec des éléments nouveaux qui peut-être, au-delà du travail que nous propose Hassan, mériterait aussi d'être interrogé. Voilà, j'en dis pas davantage, et je donne la parole à Hassan, qui fait une présentation de son texte. Ensuite, Saïd Zenjar qui fait un premier commentaire, et ensuite il y a un débat entre les membres du cercle, si vous souhaitez intervenir ou donner ou interpeller l'un des intervenants, surtout que d'habitude c'est pas une formule que nous privilégions, parce que c'est vraiment en cercle fermé que nous travaillons, c'est le but de la formule, mais comme on n'est pas nombreux, on peut se le permettre. Donc voilà, Hassan, à toi la parole. Merci Ali. Tout le monde n'a... C'est bon? Oui. Et comme on n'est pas très, très nombreux, donc je vais prendre une dizaine de minutes de plus que prévu. D'accord? Parce que normalement, c'est une présentation d'un texte que les membres du club ont déjà lu. Et donc je ne vais pas être trop elliptique, sinon ça va être incompréhensible pour nos amis canadiens. Toute origine confondue. Bien. Alors, le texte, c'est sur la légitimation politique et la sacralité royale. J'ai commencé le texte lorsque les premières critiques de la sacralité ont commencé à être visibles dans l'espace public. Donc j'ai commencé le texte par la réflexion elle est beaucoup plus ancienne. Et donc, au départ, j'allais comparer le roi Mohammed VI et le roi Hassan II. C'était au départ, et puis petit à petit, j'ai commencé à chaque fois à pousser vers le passé jusqu'à, j'espère que c'est utile, jusqu'à donner le background au XIXe siècle de ce qu'était, de façon très laconique, de façon très concise, de ce qu'était la sacralité et la politique au XIXe siècle. Donc bien avant le protectorat. Et j'ai insisté sur les ruptures. Je ne sais pas si c'est visible à la première lecture, mais c'est ces ruptures-là qui m'intéressent. Rupture d'abord qui a été opérée par la colonisation, par les jeunes nationalistes, rupture qui a été opérée juste après l'indépendance, mais esquissée avec Mohammed VI et qui a continué avec Hassan II,
Et rupture également, il y en a d'autres, mais rupture également avec la Constitution 2011, que je considère également comme une rupture par rapport à la notion de sacralité. Il y aura d'autres ruptures dont je vais parler, mais je pense les 3 grandes ruptures qui méritent encore réflexion, et encore débat, et encore recherche. C'est la rupture qui a été effectuée par les jeunes nationalistes dans les années 30, qui a été complètement négligée. Je dis bien complètement négligée en termes de sécularisation politique. Il y a pas mal d'études sur le nationalisme, mais il y a très peu d'études sur l'émergence d'une pensée séculière qui coupe avec la pensée du XIXe siècle. Donc, en gros, le XIXe siècle, j'ai appelé ça profusion du sacré, c'est un intitulé profusion du sacré. J'entends par là que la politique était encastrée dans un système ou une configuration culturelle qui a été dominée par des notions liées à la sacralité. La notion de la baraka, la notion de la chérifibilité, la notion de la bay'a et d'autres notions. Donc le XIXe siècle, sur le plan de la légitimation, c'est un discours de légitimation relativement cohérent, relativement monolithique, où il n'y a que le sacré pour légitimer le pouvoir du roi. Et donc, le sacré ou la sacralité était une manière d'abord de légitimer le pouvoir du roi et une manière de légitimer la force et la violence que le roi exerçait à l'égard des tribus, à l'égard d'autres partenaires politiques. Lorsqu'on parle de sacralité au XIXe siècle, lorsque les anthropologues parlent de sacralité, il y a quelques entrées relativement traditionnelles. L'une des entrées essentielles pour l'étude de la sacralité, c'est la notion de séparation. Dès qu'on parle de sacralité, il y a la notion de séparation qui est structurante. Ça peut être le sacré et le profane, ça peut être la baraka et la non-baraka, ça peut être l'espace de la mosquée avec l'espace de la rue, ça peut être l'espace du sanctuaire, etc. Mais il y a à chaque fois la notion de séparation qui structure un peu cette notion du sacré. Et je n'ai pas trop documenté cela, mais bon, dans le texte, mais je l'ai documenté ailleurs. La séparation veut dire tout simplement, si le roi est sacré, on devrait chercher les rites, les tabous, les interdits à travers lesquels le roi était séparé. Le cliché, dans l'historiographie, le cliché, je dis bien le cliché, c'est que le roi était complètement séparé et du peuple et de la cour. Et donc il n'y avait que le chambellan, le hajib, comme le nom l'indique, qui voile, et c'est lui qui joue le rôle d'intermédiaire entre la cour, les ministres, etc. Ça, c'est le cliché, si vous voulez, au l'extrême. Et puis, il y a d'autres manifestations. L'une des manifestations que j'ai indiquées ici, c'est le fait ou l'interdiction au sultan de voyager, de traverser la mer. C'était également une autre manière, disons, de signifier la sacralité du roi. Il ne devrait pas quitter le territoire marocain parce que comme il est source de baraka, le fait qu'il quitte le territoire marocain, toute la baraka va partir avec lui. Donc il y avait une notion chez les historiens, chez les exégètes, j'en sais rien chez le peuple parce que c'est toujours l'acteur le plus silencieux dans l'historiographie, que ce soit marocaine ou occidentale, donc il y a très peu d'études sur cette question, mais quand on lit les exégètes, quand on lit les historiographes, disons la motivation qu'ils donnent au fait que le sultan ne doit pas traverser la mer, ne doit pas quitter le territoire marocain, c'est lié à cette notion de la baraka. Donc c'était conçu comme une source de baraka, qui est relativement exagérée, je le dis dans le texte, j'y reviendrai pas, qui était très exagérée par les anthropologues, Doutet, Westermarck et d'autres. Cela ne veut pas dire que le roi n'était pas conçu comme tel, donc les descriptions de Samhalla, les descriptions de Saharka, les descriptions du protocole royal, de la manière dont les gens, les notables approchent le roi,
laisse à l'évidence l'impression qu'il était considéré comme quelque chose de sacré. On ne l'approche pas de façon profane, si on veut. Donc, ce qu'on peut retenir, pour ne pas m'attarder là-dessus, ce qu'on peut retenir, c'est la profusion du sacré et la légitimation du pouvoir royal, de la violence, uniquement par référence à la sacralité. Il y a très peu de légitimation, disons rationnelle. On en trouve un peu, je ne le dis pas ici, mais je le dis maintenant, on en trouve un peu dans la littérature, dans l'adab sultanien, dans la littérature sultanienne, où il y a quelques velléités de légitimation rationnelle. Donc, le roi est légitimé parce qu'il est juste. Le roi est légitimé parce qu'il est, etc. Non. Mais à part ces velléités dans la littérature sultanienne, on insiste beaucoup, l'historiographie insiste beaucoup, les exégètes, les faqih insistent beaucoup sur cette notion de sacralité comme étant le pivot de la légitimation royale. Donc voilà, c'est un background, donc ce n'est pas le lieu d'aller dans le détail du sujet, mais c'est assez suffisant pour décrire la rupture qui va être opérée juste après par le protectorat et par les jeunes intellectuels. Alors, l'une des ruptures, disons, structurelles, c'est que le roi va perdre le monopole de la violence. Le roi ne sera plus un chef d'administration, un chef d'armée, un chef de harka, un chef de mihalla. Donc c'est le protectorat français et espagnol qui va assurer cette fonction. Et la question à laquelle je ne peux pas répondre en détail, ni ici ni dans le texte, c'est que devient la légitimation d'un sultan qui perd le monopole de la violence légitime. Sur quoi il va être basé. Donc il y a deux partenaires, deux protagonistes qui vont produire du discours et qui vont réfléchir à la place du monarque, à la place du sultan, sur les sources et sur les manières de légitimer le pouvoir royal. Donc je parle au début de Lyautey, mais bon, on pourra un peu faire l'histoire par la suite. Et Lyautey, ce qu'il a fait, c'est assez cohérent par rapport à sa pensée réformiste et conservatrice à la fois. C'est qu'il fallait réformer le sultanat tout en la modernisant. Donc tout ce qui est réformé, la conserver tout en la modernisant, ou la conserver tout en la réformant. Donc il y a beaucoup d'éléments. On peut lire les livres sur Lyautey, sur les biographies de Lyautey pour s'en apercevoir. Il y a beaucoup d'éléments qui renseignent sur la manière dont le sultan, le protectorat et surtout Lyautey, a pensé la légitimité royale et les différentes manières de changer cette légitimité. Donc la première, ils ont encore Moulay Abdelaziz, le sultan Abdelaziz, c'était juste avant, c'est-à-dire deux décades à peine, le sultan Abdelaziz qui a un peu enfreint les codes de la sacralité royale, y compris pour ses proches, y compris pour les historiographes, y compris pour les journalistes, etc. Donc il a enfreint par beaucoup de choses. Donc une grande ouverture sur tout ce qui est occidental, une négligence un peu de ses fonctions sacrales, Eid Kbir, etc. Donc il est venu plusieurs fois en retard lors de la cérémonie du grand sacrifice, etc. Donc on a encore, en tout cas Lyautey avait encore l'image du sultan Abdelaziz qui était un peu critiqué par les savants, critiqué par les proches, les proches et les membres de la cour. Et donc, j'ai cité un passage de ces lettres où il dit qu'il fallait un peu séparer le sultan des mondanités. Il
fallait séparer le sultan Youssef des modalités, des promiscuités européennes, etc., etc. Donc la première des choses, c'est de le séparer de ça. On revient à la notion de séparation. Et la deuxième, qui n'a rien à voir avec la notion de séparation, mais qui a quelque chose à voir avec une nouvelle légitimité qui allait s'installer, c'est la légitimité populaire. Il fallait que le sultan sorte du palais, parce que la tradition, c'est que le sultan soit reclus dans le palais, et que nos idées sur les rapports entre le peuple et le sultan, c'est venu plus tard grâce au mouvement nationaliste. Donc réclusion de sultan, et donc il fallait qu'il soit vu, il fallait qu'il voie son peuple, il fallait qu'il soit vu par son peuple. Et donc l'IOT a organisé, il le dit, et il l'a fait, il a organisé des rencontres avec son public, il a organisé des visites du sultan au sud, alors que le sultan, on le sait, le sultan, quand il se déplaçait soit en mahalla, soit donc en expédition punitive, en harka, en expédition punitive, et en mahalla. Donc il n'y avait pas lieu d'une recherche d'une légitimité autre que la légitimité sacrée et la violence. Donc lui va essayer de mettre en œuvre un autre dispositif du rapport entre le sultan et le peuple, disons en général. Ça va être coupé juste après avec son successeur Mohammed V, qui va également revivre la reclusion jusqu'à ce que les intellectuels nationalistes le sortent de sa reclusion. Donc c'est grâce aux intellectuels nationalistes, grâce au mouvement nationaliste des années 30, que le roi va être arraché en quelque sorte de la cour, du palais, pour devenir symbole de la nation, avec un nouveau vocabulaire qui rampe avec les notions de la sacralité. Donc on va assister, c'est pourquoi j'ai dit, c'est un peu... Je parle pour moi-même également, mais je parle de notre communauté scientifique. Il est relativement injuste par rapport à cette période qui a connu une sécularisation assez forte par rapport à l'histoire du pays, avec un vocabulaire, on ne sait pas comment ces gens-là ont été socialisés, moi je ne le sais pas, sincèrement, avec un lexique vocabulaire qui rampe avec le 19e siècle. Vous avez Nashid Watani, vous avez Eid Qawmi, vous avez Hutafat Wataniya, vous avez Mahrajanat, et je peux donner une liste de mots qui n'ont jamais été utilisés une décennie auparavant. Tout un lexique de Wazani, Mohamed Belhassan Wazani, Al-Fassi, Mukhtar Soussi et d'autres. Donc un nouveau lexique qui rampe avec le vocabulaire du 19e siècle, qui rompt avec la notion d'un roi sacré, quoique la légitimité par rapport à la sacralité est toujours là, mais il est en veilleuse. Il n'a jamais été contesté, il n'a jamais été rejeté, mais on met l'accent sur un autre dispositif de légitimation qui est en rapport avec la nation et non plus avec la baraka du sultan, quoique on peut toujours continuer à croire dans sa baraka. Donc il y a cette rupture qui a été un peu opérée par les jeunes nationalistes, les années 30, 40 et plus tard. Et il y a aussi une autre rupture que j'ai appelée un peu privée, parce que ça relève du domaine privé du roi Mohammed V, ou du sultan Mohammed V, comme on veut. Les deux ont été utilisés par les jeunes nationalistes, roi et sultan. Et donc il y avait, et c'est très difficile à documenter, je le dis dans le texte, très difficile à documenter, mais nous avons quelques repères où Mohammed V a fait quelques pas dans la sécularisation de sa vie privée. Bien sûr, on peut toujours invoquer le caractère traditionnel de sa vie privée, le costume, la polygamie, etc. Il y en a, bien sûr, on a raison de l'invoquer, mais il faudra également insister sur le côté séculier. Maintenant, ça paraît évident pour nous, mais le fait que son père voyage à Paris, transgression, mais il l'a fait une fois, mais Mohammed V va le faire au moins une fois chaque année. Donc le fait qu'il voyage, je n'ai pas de trace écrite, je l'avoue, je n'ai pas de trace écrite de la manière dont les nationalistes ou les exégètes ou les savants ont réagi à ça.
ce qu'ils avaient peur, parce que c'est la baraka, on nous parle de la baraka du sultan qui va... Qu'est-ce qui s'est passé dans l'opinion publique de l'époque? Je n'ai aucune trace écrite, bon, si vous en avez, vous pouvez me le dire, mais 1926, voyage de son père, et puis juste après, chaque année, Mohammed V va voyager. Donc, voilà une première transgression qui nous paraît maintenant simple, mais par rapport à l'époque et par rapport aux croyances de l'époque, il ne l'était pas. La deuxième, c'est l'opération chirurgicale 1937. Donc, 1937, opération chirurgicale, c'est son docteur qui en parle, et il en parle en termes sacrés. Comment un roi, le corps d'un roi qui est considéré comme sacré, est donné à des mains profanes. Donc c'est celui qui a supervisé l'opération qui en parle, son docteur français. Donc voilà également une autre étape. Bon, on peut lister plusieurs étapes, éducation de ses filles, dont je ne parle pas ici, éducation un peu moderne de sa fille qui vient de décéder, la princesse Aïcha, etc. Donc il y a plusieurs signaux d'une sécularisation de la vie circoncision également de ces deux enfants, Hassan II et le prince d'alors Abdullah, etc. Donc il y avait une rupture à la fois au niveau de l'administration coloniale, une rupture au niveau des penseurs et des intellectuels nationalistes, mais également une rupture au niveau du sultan lui-même, par rapport à... Mais quand on parle de rupture, cela n'implique pas bien sûr une discontinuité absolue, cela n'implique pas une révolution dans la vie privée du sultan, il est toujours resté traditionnel, mais avec des ruptures successives. Et au Maroc, je suppose, si on fait un peu l'histoire du Maroc, c'est toujours c'est éclectique, c'est des réformes éclectiques, et c'est des réformes successives qui aboutissent à des ruptures. Alors donc je pense qu'il faudra refaire l'histoire de cette sécularisation de la vie politique et de la monarchie, cette sécularisation précoce depuis les années 30, ce désenchantement du pouvoir royal, l'éruption d'un vocabulaire nouveau séculier. C'était les premiers, les nationalistes étaient les premiers, 1934, donc une dizaine d'années ou une douzaine d'années après le protectorat, qui vont instituer une fête civile, une fête politique séculière, pour la première fois. Si on observe le calendrier traditionnel des sociétés musulmanes, il n'y avait que des fêtes religieuses. Donc la première fête séculière, c'est la fête du trône. Donc il y a beaucoup d'efforts qui, sur le plan intellectuel, qui a été fait par l'intelligence intellectuelle pour couper avec la tradition du 19e siècle. La seule limite, mais cette limite, on va également, on peut l'observer, mais maintenant, la seule limite, c'est que la sécularisation n'a pas été prise en charge en tant que telle, idéologiquement. Il a été beaucoup plus opéré que pensé intellectuellement et prise en charge de façon consciente, et on le retrouve même maintenant. Cette manière de séculariser le pouvoir politique, de le faire sans le dire, sans l'exprimer, sans le prendre en charge idéologiquement. Ça a existé avec le mouvement national, ça existe également aujourd'hui. Donc, l'une des sections, je l'ai appelée, pour provoquer un peu le débat, une sécularisation sans voix. Ça veut dire qu'il y a des processus de sécularisation au Maroc qui ont commencé soit juste avant le protectorat, soit avec le protectorat, mais ces processus de sécularisation qu'on peut objectivement documenter, qu'on peut objectivement décrire, on ne peut pas les documenter sur le plan subjectif. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pris en charge idéologiquement par les intellectuels. On ne pensait pas la sécularisation, et même si on leur dit ce que vous faites c'est de la sécularisation, ils vont dire non, a'oudou billah. Ça, on fait tout sauf la sécularisation, etc. Donc on n'est pas là en train de séparer. Mais le fait est là, le fait est que les gens étaient, disons, impliqués dans des processus politiques de sécularisation et de désenchantement du pouvoir royal. Alors l'autre manifestation
ou disons rupture, qui a été à peine esquissée par Lyautey et qui va être, disons, opérée, orchestrée par le mouvement national, surtout après 1944, c'est la légitimité populaire du roi. Et le roi également va jouer de cette légitimité populaire. Et lorsqu'on parle de la sacralité, lorsqu'on parle de la séparation, parler de légitimité populaire peut paraître paradoxal. Car la sacralité est basée sur la séparation, est basée sur la distance, il n'est pas basé sur la simplicité, il n'est pas basé sur la popularité. Et donc on va voir les deux avec Mohammed V, mausolée par la suite. Il a été vu dans la lune, c'est également une manifestation de sacralité, mais c'est quelqu'un qui était très simple dans sa vie, très populaire dans sa vie. Il n'y avait pas de communicant à l'époque pour lui dire ce qu'il faut faire. Bon, c'était apparemment un tempérament personnel. Donc il y a beaucoup d'anecdotes sur sa simplicité. Et la dernière, c'est quand il a choisi les gradins au stade Casablanca, au stade qui porte maintenant son nom, mais qui était stade d'honneur à l'époque. Il a choisi d'assister à un match, 1957, avec les spectateurs. Donc il y avait également un dispositif, c'est pourquoi j'ai parlé de configuration culturelle, donc le dispositif de la légitimité va se complexifier en impliquant d'autres sources de légitimité qui sont démocratiques, c'est la légitimité populaire. Maintenant, comment on va mixer tout ça? Je vais en parler lorsque je vais parler de Hiflat al-Wala. Comment on peut mixer distance et proximité? Quelles sont les tensions qui peuvent exister lorsque vous avez une configuration culturelle qui est hétérogène, où il y aura une tension entre être sacré et distant, et être populaire et proche. Donc il y a des tensions, et je vais en parler tout à l'heure. Bon, sincèrement, je l'ai dit quand j'ai écrit le livre sur symboliser la nation, je le redis encore. J'ai une petite frustration, que ce soit pour les chercheurs de ma génération, pour les chercheurs des générations qui nous ont précédés, pour les jeunes chercheurs qui sont là. Petite frustration de cette négligence, de cette époque nationaliste où beaucoup de ruptures ont été faites. Le mot sha'b, qui n'existait pas au XIXe siècle, au sens de peuple, il existait au sens de catégorie de population en arabe. Ça existait. Mais au sens de peuple, c'est-à-dire quelque chose qui transcende les tribus, qui transcende les confréries, qui transcende la religion. Le sha'b, c'est les juifs marocains, c'est les musulmans marocains, c'est toutes les confréries, c'est toutes les tribus, c'est toutes les cités. Cette notion n'existait jamais pour le sultan du XIXe siècle. Il avait affaire à des segments de la société. Il avait affaire à des notables, il avait affaire à des marchands, il avait affaire à des chefs de confrérie, il avait affaire à des chefs de corporation, mais il n'avait pas affaire à quelque chose qu'on peut appeler peuple. Et c'est avec Mohammed V et avec la fête du trône que Sha'b et Sha'bi al-Aziz, avec laquelle il va commencer ces fêtes du trône, va être... Ça paraît maintenant banal et simple, mais bon, il faudra revoir le lexique de l'époque et revoir quand est-ce que la première fois a été dite et qu'est-ce que les gens et qu'est-ce que les intellectuels de l'époque ont compris par ce mot Sha'biya al-Aziz, etc. Donc je m'adresse pas à un segment de la société, je m'adresse à toute la société. Il y a des ruptures, il y a beaucoup de ruptures de ce genre qui rompent également avec cette notion de sacralité du sultan comme étant distant de son peuple. Mais bien sûr, et je vais également en parler, il y a toujours cette tension entre la distance et la proximité. Alors, un mot sur l'indépendance, j'allais la sauter, bon, je me suis un peu repris par la suite parce que c'est quand même une époque, j'allais passer directement à Hassan II, mais même dans le texte, donc la période 1955-1961, et si je continue, bon, toutes les périodes sont négligées à aller. Ça, c'est une période charnière. Moi, j'ai cru avec les UR que tout le monde va sauter dessus et que ça va être un peu notre boîte à Pandore et notre trésor de données. C'est une
période charnière pour 3 raisons au moins, en rapport avec notre thème. La première raison, c'est que le roi va retrouver son droit au monopole de la violence. Et donc, il faudrait s'attendre à des stratégies de légitimation autres que lorsque c'est le protectorat espagnol ou français qui prenait en charge la légitimité, ou lorsque les nationalistes prenaient en charge la légitimité. Donc, voilà, Mohamed V va retrouver, est-ce qu'il y aura des changements ou pas? Alors, 2 changements principaux, donc les relations entre les nationalistes et le roi et le palais en général vont s'estomper, vont faiblir progressivement, et il y aura une nouvelle élite qui n'a pas participé au combat direct, qui n'a pas appartenu à l'élite nationaliste au sens restreint du terme, qui vont prendre en charge la légitimité du roi. C'est des institutions nouvelles, comme le ministère de la Justice, ou c'est une élite nouvelle, je pense à Bahnini, qui a joué un rôle important dans la production de nouvelles idées sur la légitimité royale. J'en ai pas parlé dans le texte. Donc, le désenchantement va continuer, mais va continuer en marge de l'ex-mouvement nationaliste, ou des partis nationalistes. Et donc, il y aura une prise en charge d'autres acteurs, beaucoup plus proches du roi, qui vont former par la suite le cabinet royal, qui vont produire davantage de discours sur la légitimité royale. Il y avait des velléités, une esquisse à travers, on en a parlé ici plusieurs fois, et peut-être que Rachid va en parler tout à l'heure, l'affaire des Daïr, Ronda, 1960, l'affaire de l'interdiction des partis communistes. On va commencer à parler on ne dit pas sacralité, on dit gardien spirituel de quelque chose. Donc il y a un retour et des velléités de création de notions qui sont encore... on va retrouver, si vous voulez, la notion du sacré. Mais celui qui va creuser cela, celui qui va accentuer cela, c'est Hassan II, le successeur de Mohamed V, qui va donner une cohérence beaucoup plus intense, beaucoup plus fréquente à la notion de sacralité et son rapport avec la monarchie. Alors là, j'ai distingué trois étapes en rapport avec une institution que la majorité un peu des chercheurs, que la majorité des exégètes, des idéologues trouvent centrale dans la conception de la sacralité royale, c'est la commanderie des croyants. La commanderie des croyants, elle est centrale dans le dispositif de légitimation religieux maintenant, mais il ne l'a pas été au début du règne de Hassan II. Et si on compare, si on fait un petit inventaire des mots et des concepts traditionnels que la Constitution de 1962 a retenus, il n'y a que la commanderie des croyants qui est traditionnelle. Tous les concepts traditionnels qui sont en rapport avec la sacralité ont disparu sur le plan normatif. Chérifibilité, la baraka, j'ai rappelé que la Constitution de 1968 parle de la baraka du sultan. 1908 parle de la baraka du sultan. Donc chérifibilité, la bay'a, la baraka, et khilafa, imama, toutes ces notions vont disparaître et ne sera gardée dans la Constitution de 62 que la commanderie des croyants. Mais comme je le dis, je ne sais pas si la métaphore sonne juste ou pas, bon, ça c'est... Les métaphores, on ne les maîtrise jamais. J'ai écrit que c'est un cheval de Troie et que la commanderie des croyants permet, ou aurait permis, ou a permis à Hassan II de ramener toutes les notions traditionnelles qui ne sont pas inscrites de façon normative dans la Constitution. C'était une sorte de passerelle qui lui permettait d'invoquer à la fois le Coran, le prophète, la bay'a, la tradition, etc., etc.
Mais cela n'a pas été dans les années 60. Dans les années 60, il y avait un usage, j'ai distingué 3 types d'usages, un usage politique dans un champ politique de la commanderie des croyants, c'est-à-dire que c'est une définition séculière de la commanderie des croyants sans référence aucune à la religion. L'état d'exception, 1967, a été décrété au nom de la commanderie des croyants. Vous lisez le décret royal de 19... Il n'y a aucune référence à la religion. Commanderie des croyants, j'ai pris, etc. etc. Et donc, les années 60, en tant que commandant de croyants, il a pris des arrêtés. J'ai donné quelques exemples de décrets royaux. L'OCE, l'Office d'exportation et de... Je ne me rappelle plus. Et donc, il y a plusieurs domaines séculiers où le roi a décrété au nom de la commanderie des croyants. Donc, c'est des domaines qui n'ont rien à voir avec la religion. Ça, c'était les années 60. Bon, les périodisations, ce n'est pas la peine que je vous le dise, il y a toujours un chevauchement entre les périodes, mais en gros, les années 60, il n'y avait pas d'usage religieux de la commanderie des croyants. L'un des premiers usages religieux de la commanderie des croyants, c'est le deuxième type, c'est 1979. Mais à ce moment-là, c'était un usage religieux pour investir un champ politique, pour contrôler un champ politique. J'ai donné 2 exemples, je n'aurai pas le temps, donc vous pouvez lire le texte par la suite, je n'aurai pas le temps de les décrire ici. C'est en gros la référence à un verset du Coran où l'argumentation est la suivante. Vous êtes le Parlement, vous êtes contrôlé, le verset dit que vous pouvez être contrôlé par Dieu, par le prophète et par les croyants. Vous êtes contrôlé par Dieu et le prophète, et comme moi je suis le représentant du prophète, donc c'est moi qui vous contrôle. Je schématise en gros, mais c'est un peu ça, je ne trahis pas sa pensée. Et c'est une référence à quelque chose qui n'est pas constitutionnel. Maintenant, sur cela, il y a assez d'écrits sur la référence à quelque chose de paraconstitutionnel, c'est pourquoi je n'ai pas insisté dessus. Et puis la deuxième, c'est avec l'UCFP, l'Union socialiste des forces populaires, qui en 1981 a refusé de prolonger le mandat du Parlement. Et là, on voyait l'argumentation beaucoup plus fine, parce qu'il dit, bon, moi, en tant que souverain constitutionnel, la Constitution ne prévoit rien, je n'ai aucune sanction, il n'y a pas de sanction à l'égard de ce qu'il a appelé les récalcitrants à l'époque, mais en tant que commandant des croyants, je peux invoquer le Coran, la tradition, et là, je peux les sanctionner, les punir. Et donc, il faisait déjà la distinction entre le souverain constitutionnel qui ne pouvait pas invoquer le droit positif parce que le droit positif est silencieux, mais, cheval de Troie, il y a la commanderie des croyants, et la commanderie des croyants lui permet d'aller au-delà du droit, pré-droit, non-droit, peu importe, et de l'invoquer pour un peu obliger les récalcitrants à retourner au Parlement. Donc là, il y a d'autres exemples qui ont été cités par Mohamed Touzi, je renvoie au livre de Mohamed Touzi, qui ont été cités par Mohamed Touzi, où l'usage est un usage religieux de la commanderie des croyants, mais à des fins politiques et dans un champ politique et à l'égard d'acteurs politiques. Le dernier usage, c'est celui qui prime maintenant au Maroc, c'est un usage religieux de la commanderie dans un champ religieux. C'est-à-dire, le roi n'a plus en face de lui des acteurs politiques, marxistes, léninistes, gauchistes, etc., mais il a en face de lui des concurrents qui déclarent leur compétition sur le plan religieux. Et là, nous avons un processus qui se déclenche dans les années 80-81, avec la création du Conseil supérieur des Ulama, qui va continuer par la suite, où l'enjeu
est un enjeu d'interprétation de la tradition religieuse, un enjeu d'interprétation du Coran, un enjeu d'interprétation de l'islam. L'enjeu n'est plus de contrôler une classe politique supposée athée, supposée non musulmane, etc., mais de contrôler, face à des concurrents religieux, de contrôler l'interprétation religieuse. Et on va passer, le roi Mohammed VI le précise davantage, on va passer à un champ politique où la diversité est permise, le multipartisme est permis, les opinions sont permises, à un champ politique, à un champ religieux où la diversité est synonyme de sédition, synonyme de fitna, où personne n'a tout le monde a droit à... Enfin, tout le monde. Les gens et les partis politiques et les associations civiles ont droit à émettre des opinions politiques, mais tout le monde ne peut pas émettre une fatwa religieuse. La fatwa est organisée, etc., etc. Donc, nous assistons à cette séparation entre deux domaines. Un domaine conflictuel, c'est le domaine de la politique, et un domaine qui doit être non conflictuel, qui doit être fondé sur l'unanimité, sur l'unicité du rite, sur l'unicité du dogme, sur l'unicité de l'histoire et de la tradition musulmane, etc., etc. Alors, j'ai refusé, bon, mais ça, c'est des choses de méthode, je ne vais pas en parler, j'en ai pas parlé dans le texte, mais j'ai refusé mais c'est bien de le dire dans le débat, parce que je pense que c'est important, j'ai toujours refusé les définitions univoques des notions utilisées par les gens, par les acteurs. C'est-à-dire de dire la commanderie des croyants, c'est ceci, ou la bay'a, c'est cela, ou la fatwa, c'est ceci, etc. Et j'ai essayé de classer ces trois types d'usages, politique dans un champ politique, religieux dans un champ politique et religieux dans un champ religieux, pour dire que le problème, ce n'est pas d'invoquer la commanderie des croyants, le problème, c'est de comment elle est invoquée. Sinon, ça va être Hassan II l'a invoqué, Mohammed VI l'invoque, c'est la même chose. Politiquement, ce n'est pas... ça relèverait de la myopie. Intellectuellement également, ça relèverait de la myopie. Et donc, même si on réfère à la même notion, on peut y référer de différentes manières, parce que la notion est multidimensionnelle, et chacun choisit une dimension qui n'est pas forcément la même que l'acteur précédent, ou que l'acteur avec lequel il est concurrencé. Donc, il est, comme toutes les notions, il n'y a pas uniquement la commanderie des croyants, comme toutes les notions véhiculées dans notre vie quotidienne, il est malléable, il est vague, il est contradictoire, il est incohérent, etc., etc. Et nous n'avons rien à gagner à créer une sorte de cohérence, ou une sorte de fixité ou de rigidité en définissant la commanderie des croyants ou autres notions de façon rigide, comme le ferait un dictionnaire ou comme le ferait l'encyclopédie de l'islam, etc. Et ils ont le droit de le faire, eux, mais bon, ils sont dans l'exégèse et dans la lexicographie. Nous, on est dans la science politique et l'anthropologie politique, donc on est beaucoup plus intéressé par l'usage que les gens font des notions de la sacralité. Alors, l'une des conclusions, des propositions du texte, c'est qu'il est très peu probable que le roi actuel recourt aux deux types d'usage de la commanderie des croyants, c'est-à-dire politique dans un champ politique ou religieux dans un champ. Très peu probable. Bon, je ne suis pas devin, je ne suis pas un oracle, mais tel que les jeux politiques maintenant s'annoncent, il ne reste que l'usage religieux de la commanderie des croyants dans un champ religieux. Donc les deux autres usages font partie, en tout cas en tant que citoyen, je l'espère, font partie de l'histoire politique de notre pays. Même en tant que chercheur, je reste vigilant et j'observe ce qui va se passer. Alors
La Constitution de 2011 a opéré quelque chose qui était déjà de l'ordre de, je dirais, de la tendance, qui n'est pas prise en charge, qui n'est pas bien exprimée sur le plan politique ni sur le plan idéologique, mais où la pratique politique et religieuse associe davantage la commanderie des croyants à des contextes religieux et à un usage religieux. Il y a mosquée de vendredi, les fêtes religieuses, il y a quelque chose, même dans la presse, quelque chose qui associe la commanderie des croyants à la religion. Et même maintenant, les gens peuvent croire que la commanderie des croyants n'a de signification, n'a de sens que religieux. Ils ont raison s'ils réfèrent à cette période-là, mais peut-être à d'autres périodes, ils n'ont pas raison de le penser. Donc il y a quelque chose qui a fait que, bon, il faudrait un peu séparer les deux. Hassan II l'a pensé un peu, mais pour d'autres raisons, beaucoup plus autoritaires et totalitaires que démocratiques. Et donc la Constitution de 2011 a scindé l'article 19 en deux dimensions distinctes. Ils étaient là, donc l'article 19 était un peu... C'est un article touffu, donc il est incohérent, il y a un peu la dimension religieuse et la dimension politique. Et maintenant, avec les deux articles, on a scindé, on a séparé les deux contextes religieux et politiques. Le roi en tant que commandant des croyants avec ses prérogatives, et le roi en tant que chef d'État avec ses prérogatives. Et la forme, bien sûr, ne laisse pas de doute. Quand on sépare 41 à 42, ça veut dire que maintenant, sur le plan normatif, voilà ce qui se passe, on verra comment l'usage va se perdre. Il n'y a pas encore de contexte. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de contexte où on peut mesurer l'efficacité ou, disons, l'effectivité plutôt, pas l'effectivité de cette division. Et là, j'ai osé quelque chose sur le plan théorique, j'aimerais bien qu'on en débatte, soit maintenant, soit après. C'est par rapport à l'histoire de la sécularisation en Europe et de la laïcité, on insiste beaucoup sur la séparation de domaines de nature différente. État-Église, ou sphère publique et sphère privée, pour la laïcité, et sphère publique, sphère privée pour la sécularisation. Et là, je me dis, pourquoi ne pas appliquer également le concept de sécularisation, de façon objective, bien sûr. Objectif, c'est-à-dire que c'est moi qui décide, c'est pas le roi, c'est pas les autres. Donc ça, c'est la conception subjective, c'est-à-dire... Pourquoi ne pas appliquer la notion de sécularisation, même lorsqu'à l'intérieur de la même institution, il y a séparation entre les deux domaines. Au sein de la monarchie, il y a sécularisation. La monarchie n'est pas sécularisée, mais au sein de la monarchie, il y a une sécularisation, c'est-à-dire il y a deux domaines que le roi ne peut pas passer, comme Hassan II le faisait, d'acteur religieux à contrôler l'action politique. Il y a un champ religieux, vous intervenez dans le champ religieux avec l'ordre religieux, il y a un champ politique avec un ordre politique. Est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est également de la sécularisation et que on n'est pas obligé, si la notion de sécularisation veut dire séparation du politique et du religieux, même dans le cadre d'une administration, même dans le cadre d'une famille, même dans le cadre d'une institution, s'il y a séparation claire des domaines et des prérogatives, même si le même acteur peut être les deux à la fois, mais de façon successive, moi, je dis, on peut parler de sécularisation. La confusion serait qu'il joue les deux rôles en même temps, comme le faisait Hassan II. S'il joue les deux rôles de façon successive, pour moi, il y a sécularisation. Et si les règles du jeu politique font que vous êtes obligé, vous, roi, de jouer ces deux rôles de façon successive, je pense qu'il y a sécularisation, parce qu'au moins la sphère politique va échapper à la logique religieuse, d'après cette lecture normative. J'ose ça, bon, on verra vos réactions d'autres collègues à qui je soumettrai le papier par la suite. طولت أبا عليك؟ Non. Hein?
J'ai presque fini. Bon, tu as lu donc. C'est pourquoi j'ai dit alors, donc la deuxième chose qui est importante sur le plan de la recherche, sur le plan politique, en tant que citoyen, parce que c'est un club également de citoyenneté et de réflexion. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, que cette sécularisation n'a été prise ni par les juristes, prise en charge, critiquée, peu importe, je ne dis pas défendue forcément, mais en tout cas, au moins réfléchie par les juristes. Maintenant, s'il y a des choses que j'ai ratées, qu'on me le rappelle, mais il est là, il est passé, mais il y a très peu de choses là-dessus, ni de la part des partis politiques, ni des intellectuels, ni des juristes, et je pense que c'est là également, j'ai parlé des ruptures effectuées, je pense que c'est l'une des ruptures les plus importantes. Il est d'autant plus importante et d'autant plus crucial qu'une partie de la classe politique n'est pas d'accord et ne soutient pas cette séparation des deux, et notamment le ministère des Habous. Alors pour le ministère des Habous, on est encore, ça a été rappelé, le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Ça a été dit dans son dernier... pas prêche, non, c'est le cours d'Ars al-Hassani, ça a été dit de façon très claire. Donc là, nous avons parlé de dualité du roi, et c'est inscrit dans la Constitution, roi commandant des croyants, roi chef d'État. On ne l'invente pas, donc il y a le mot roi dans les deux cas, mais suivi de deux rôles différents. Pour lui, le roi est un sujet unique, pour le ministère des Habous et des Affaires islamiques, dat wahida. Et même, pour un peu insister sur les tensions, sur les incohérences d'une idéologie officielle. Pardon? C'est pire que les deux corps du roi. Ah là, oui. Dat wahida. Bon, on est dans le monothéisme, j'ose pas le dire, j'ose pas l'écrire ici, mais on est dans le monothéisme, mais une forme de monothéisme. Bon, c'est pas grave, mais ça c'est... le citoyen ne parle pas ici. Donc là, il parle de la position du roi en tant que chef d'État, que la position du roi en tant que chef d'État doit être, ou devrait être, le prolongement de sa position en tant que commandeur de croyants. C'est-à-dire que la notion englobante, c'est la commanderie des croyants, et le chef d'État, comme dans il n'invente rien, c'est la conception traditionnelle de la commanderie des croyants. Et le chef d'État n'est qu'une dimension de la commanderie des croyants. C'est la notion traditionnelle. Maintenant, la Constitution a passé à une conception beaucoup plus moderne, si l'on veut, mais nous avons également cette manière de justifier encore cette définition moniste de la commanderie des croyants. Alors là encore, je le répète, la sécularisation est toujours sans voix. Je ne vais pas parler de sondage, de l'interdiction du sondage, je vais parler directement des tensions et des apories, si vous voulez, des tensions et des apories de cette configuration, de cette nouvelle configuration culturelle. Alors il y a deux situations, pour quelqu'un qui s'intéresse au sacré, il y a deux situations clés. C'est le bésma et c'est la cérémonie d'allégeance. Et c'est là où, sous Hassan II, le fait de ne pas se conformer au bésma était un signe d'insoumission, d'inconvenance, d'insolence, de qalat trabi, etc., etc. Sévèrement puni, de façon diffuse ou de façon structurelle, etc. Et là, il est très difficile de parler de tension à l'époque. Donc, il y avait, moi, j'ai cité des collègues gauchistes à l'époque, lorsque Hassan II visitait, parce qu'il devait être dans la file, lorsque Hassan II visitait pour inaugurer un barrage, donc ils produisaient tous un certificat médical. Tout le monde savait qu'il n'était pas malade, mais bon, c'était une manière de sauver la parole. Là, nous sommes dans un système
où il y a des tensions, où des gens approchent le roi en lui baisant la main, d'autres en lui embrassant l'épaule, d'autres en lui serrant la main le plus normalement possible, avec le respect, bien sûr, qui est dû au roi. Et la tension, c'est entre sujétion, toutes les notions en rapport avec la sujétion, vous êtes sujet du roi, et toutes les notions en rapport avec les valeurs démocratiques, citoyenneté, dignité, etc., etc. Donc il y a une certaine tension qui se dégage à travers le baiser, et cette tension, elle est beaucoup plus mise en scène de façon collective lors de la cérémonie d'allégeance. Donc,